Rana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Quelles conséquences en cas d'annulation de la loi fiscale par le Conseil d'État? Le gouvernement se dit prêt à réagir avec un collectif budgétaire, mais aussi avec la réduction des dotations aux communes à travers le FIP. Des annonces qui, vous le verrez, sèment le trouble dans plusieurs secteurs. Les accidents du travail se multiplient au Fénois. Ils représentent chaque année plus d'1,8 milliard de dépenses à la CPS. Depuis le début de l'année 2024, plus d'une centaine ont été déclarés. Le dernier accident grave a eu lieu hier après-midi. Nous ferons le point sur la situation. Place ensuite à votre rendez-vous du jeudi, Théara Sport. Oriane Otefo a pris des nouvelles de nos athlètes à l'étranger. Au programme, chasse sous-marine, basketball et volleyball. On terminera ce journal par un direct depuis la présidence pour la deuxième édition des Aito Tuaro. L'événement récompense les meilleurs athlètes, coachs et fédérations sportives. Laure Philibert vous fera vivre une partie de la soirée. Elle est dans le viseur du Conseil d'État. La réforme fiscale adoptée en décembre par l'Assemblée pourrait être supprimée. Le gouvernement cherche déjà des solutions pour rééquilibrer le budget. Ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances a fait des annonces, mais elles sèment le trouble dans le secteur de l'économie. Laure Philibert, Matay Horey et Mike Leral. Comment rééquilibrer le budget en cas d'annulation de la loi fiscale adoptée en décembre dernier? Le ministre de l'Économie et des Finances évoque le collectif budgétaire déjà programmé avant l'annonce et d'autres pistes. Le gouvernement est prêt, les textes sont prêts et nous repousserons les textes dans le circuit législatif. On fera un conseil des ministres pour renvoyer les textes à la lecture de la commission de finances d'abord et ensuite de l'Assemblée. Nous devons faire des ajustements, nous rembourserons ce qu'on a perçu indûment, on va dire, et on va quand même devoir redresser les personnes qui ont bénéficié d'exonération, par exemple sur les matériaux de construction, pour l'enregistrement d'un achat immobilier. Des perspectives qui laissent perplexes, notamment dans le secteur de l'immobilier. Une loi mise sur le marché rapidement, retoquée, renlevée, c'est jamais très bon pour le secteur immobilier de toute façon. Comme je disais, il faut de la stabilité, stabilité, stabilité. C'est très important. Et appliquer les choses lentement, correctement et avec une vision. D'accord ? Une vision économique, pas une vision comptable, comment récupérer des sous, mais avec une vision économique. Comment la loi que je vais mettre sur le marché va influencer le marché économique que nous sommes tous concernés. Parce que quand le bâtiment va, tout va. Concernés également par l'annulation des nouvelles mesures, les importateurs de matériaux de construction. Si on retourne sur une fiscalité, notamment en ce qui nous concerne dans notre secteur, qui est la même qu'il y avait avant janvier 2024, oui, ça peut être positif. Mais on attend de voir quand même si ça va vraiment être le cas. On aurait aimé être présent, être informé et consulté bien avant qu'il se passe quoi que ce soit. Surprise aussi dans les communes, le gouvernement annonce en effet des coupes au niveau du fonds intercommunal de péréquation. Alors, il faut s'attendre aussi à ce que l'ensemble des communes reçoivent moins au titre du FIP, du FIP. Des mesures qui nécessitent pourtant des discussions tripartites, pays, État et communes. Si les maires de l'opposition contactés n'ont pas souhaité réagir face caméra, le maire de Paea, apparenté à la majorité, lui, relativise. La baisse du FIP devrait intervenir uniquement au niveau budgétaire. Donc les 19 milliards avec les 14 milliards prévus pour 2024. Mais il y a bien plus que ça qui permettrait d'éviter cette baisse. C'est pour ça qu'il faut attendre véritablement que le Conseil d'État statue. La décision du Conseil d'État est attendue d'ici une dizaine de jours. On s'intéresse à présent à ces travailleurs victimes d'accidents sur leur lieu de travail. Hier, 5 employés d'une entreprise ont été blessés alors qu'ils déchargeaient un conteneur. Si une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de l'accident, l'inspection du travail et la CPS se sont également rendus sur place. Veitcharenauta Ndieb et Sophie Gebel ont tenté d'en savoir plus.
Depuis le début de l'année en Polynésie, plus d'une centaine d'accidents du travail ont été déclarés. Parmi eux, 5 employés d'une société ont été victimes hier d'un accident grave. Alors qu'ils dépotaient un conteneur, ils se sont retrouvés sous une plaque de marbre. Un accident grave qui nécessite l'ouverture d'une enquête par l'inspection du travail. L'enquête doit permettre de recueillir le maximum d'informations, informations matérielles, mais aussi des témoignages et des documents administratifs obligatoires qui sont tenus par l'entreprise. Et donc, avec l'analyse de tous ces éléments-là, l'inspecteur du travail tire les conclusions sur les circonstances. Une enquête qui va permettre de définir si l'employeur a mis en place tous les moyens nécessaires pour la protection de ses salariés. Car chaque année, les accidents du travail coûtent cher à la CPS. Comptez 1,8 milliard de francs en moyenne pour la prise en charge, une somme faramineuse. Alors la prévention est le maître mot. On va prendre en charge le SMUR, on va prendre en charge les frais d'hospitalisation, on va prendre en charge aussi ce qu'on appelle les indemnités journalières, c'est ce qui vient compenser le salaire pendant que le salarié est par exemple hospitalisé. Et c'est pour cette raison que la CPS investit de plus en plus dans la prévention des risques professionnels, c'est pour aller en entreprise, pouvoir conseiller les employeurs sur comment s'organiser, comment faire pour éviter ou diminuer les accidents potentiels en entreprise. Au Fénois, c'est en moyenne 5 accidents du travail qui ont lieu par jour. En cas de responsabilité de l'employeur, ce dernier encourt une amende à partir de 178 000 francs, voire une peine de prison, selon la gravité des faits. Je vous en parlais en début de semaine. 30 familles de Papara sont coupées du monde depuis que la route de leur servitude a été emportée par la crue le week-end dernier. Les autorités du pays et de la commune se renvoient la balle. En attendant, les riverains doivent parfois marcher des kilomètres pour se ravitailler. Jessica Doucet, Naya Bennett. Nous souhaiterons rencontrer les hommes politiques pour qu'ils viennent voir dans quelle situation on vit et que la mairie puisse faire quelque chose pour nous. Il leur a fallu 5 jours d'attente avant que les autorités viennent à leur rencontre, une visite très attendue par les riverains. Ce qui est prévu et ce qu'on a déjà effectué, c'est de mettre en place des agents pour le curage de la rivière en question. À travers ces opérations, ce qu'on peut effectuer, c'est rabattre les matériaux qui sont situés dans le lit de la rivière sur les berges pour les consolider. Après, au niveau de la voie de la servitude en elle-même, il s'agit d'une servitude privée. Donc là, c'est de la compétence des riverains ou de la commune d'intervenir. Vous n'allez pas retracer la route? On n'est pas compétent pour le faire. Et étant donné qu'il s'agit d'une servitude privée, il appartient soit aux riverains, soit à la commune d'effectuer des travaux nécessaires pour pouvoir établir le passage. De son côté, la municipalité envisage une réunion dans les prochaines 48 heures avec les propriétaires terriens de la zone pour qu'une route provisoire soit tracée, mais rien n'est gagné d'avance. Les travaux de curage et de renforcement de la berge devraient démarrer demain pour une durée de 4 à 6 semaines. Et on quitte Papara pour se rendre à Taraheuil. L'Assemblée va organiser une exposition sur la prise de possession des îles Marquises. Elle aura lieu la semaine prochaine du 18 au 23 mars et rendra hommage à 2 grandes figures marquisiennes, Yotete et Pakoko. En plus de l'exposition, une conférence sera tenue par le docteur en anthropologie sociale et culturelle Edgar Teta Yotupa. Nous l'écoutons, ainsi que le président de l'Assemblée de la Polynésie. Pour la plupart des gens, en fait, c'est une histoire méconnue. Et donc, c'est une très bonne idée, très bonne initiative de mettre en place cette conférence et les ateliers. L'Assemblée de Polynésie accueille donc un site internet qui est dédié à l'histoire. J'ai proposé qu'on continue à densifier l'information que regroupe ce site en matière historique et qu'on commence par les marquises. Toutes ces informations-là devraient permettre à l'étudiant polynésien de demain et même aux Polynésiens de connaître un peu mieux son histoire. Et ce travail de recherche concernera à l'avenir l'ensemble des archipels. Une deuxième exposition sur les îles sous le vent devrait suivre. Culture toujours avec Chat en poche, une pièce de théâtre. Elle a été jouée ce matin devant des centaines d'écoliers, de collégiens et de lycéens à la Maison de la Culture. Écrite il y a plus d'un siècle, elle n'a pas pris en ride, comme nous le montre Esther Parot-Cordet. Prends ta serviette, nous allons faire
Du fado à l'état pur, parsemé de situations burlesques, le roi du vaudeville révèle par le rire l'égoïsme et la vanité des bourgeois. Une pièce où les personnages ne s'écoutent pas. Les personnages, ils étaient un peu bêtes et ils comprenaient pas grand-chose de ce qui se passait. Ça fait très très rire. Mais bon, parfois on comprenait pas trop, mais ça va. C'était bien. L'opéra a l'intention d'engager un ténor merveilleux. Dans un décor d'intérieur bourgeois du 19e siècle, un riche industriel attend la venue d'un ténor. Un jeune bordelais qui ne laisse pas indifférents les dames de la famille est confondu avec le fameux chanteur. Tout va s'enchaîner, les quiproquos, les dialogues cocasses et les malentendus. Le personnage que je joue est un pur imbécile, donc c'est pas très gratifiant pour moi, mais effectivement c'est de faire paraître ce qui est important, et effectivement tous les travers des hommes sont traduits effectivement à travers cette pièce. Formidable fado, ça rentre, ça sort, il y a beaucoup de quiproquos, tout le monde rit tout le temps, d'ailleurs les élèves n'ont pas arrêté de rire. Vérifiez toujours la marchandise avant de l'acheter, telle est la morale de cette pièce. Et à entendre les rires, ce chat en poche de la compagnie Bulle de Théâtre est une bonne affaire. Il sera joué demain soir devant le grand public à la Maison de la Culture. L'armée aussi rencontre un grand succès auprès des jeunes. Chaque année, ils sont entre 300 et 350 à sauter le pas. Ce matin, dans la salle omnisport de Toahutu, ils étaient une quarantaine à signer leur contrat. Désiré Teivao était sur place. Regardez. Après des tests physiques, des entretiens et des visites médicales, ces 40 jeunes voient leurs efforts récompensés. Ils sont désormais incorporés à l'armée de terre. En s'engageant sous les drapeaux, certains réalisent le rêve d'une vie et d'autres espèrent décrocher un emploi une fois leur contrat arrivé à terme. Mon rêve, c'est d'être dans la peau d'un militaire. C'est ça mon rêve. Après, le métier vient après. Mais voilà. Si tu as un rêve à réaliser, pense, fais-le. S'engager dans l'armée, c'est pour mes enfants et pour avoir une meilleure vie. Car ici à Tahiti, il n'y a pas de travail. Et vu aussi la famille, ils ne sont pas là pour aider en fait. Du coup, je me suis décidé de m'engager dans l'armée pour avoir une meilleure vie. Pour avoir un meilleur avenir, c'est dur au pays. Avec le bac, c'est mon poste facile. Tous les ans, 1300 jeunes poussent la porte du centre de recrutement de Polynésie. À l'arrivée, seuls 300 à 350 d'entre eux embarquent pour la métropole. Sur place, ils suivent des formations selon les spécialités. Une formation militaire qui leur assure ensuite une bonne insertion sur le marché de l'emploi. Le militaire qui revient, on n'a pas trop d'inquiétude pour lui après. Très souvent, quand ils reviennent, jusqu'aujourd'hui, on a des retours. La plupart, ils ont tous un travail. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont la formation, ils arrivent à convaincre les entreprises. Ils ont cette formation, ils ont aussi cette façon de présentation, cette rigueur que l'armée lui apporte. Et donc les chefs d'entreprise, ils aiment bien ce profil de candidat. Ces 40 jeunes s'envoleront le 2 avril pour leur nouvelle vie en métropole. Ils intégreront des régiments basés à Nice, Marseille, Toulouse ou encore Paris. Et place maintenant à votre rubrique du jeudi, Théara Sport. Et c'est bien sûr Oriano Tefao qui m'a rejoint en plateau. Oriano, Yaurana. Yaurana Ima. Alors on commence par les Océanias de chasse sous-marine qui se sont disputés le week-end dernier en Nouvelle-Zélande. La délégation tahitienne s'est encore illustrée. Et oui, Emma, après les championnats nationaux de Nouvelle-Zélande, nos as de la gâchette se sont disputés, ont enchaîné avec les Océaniens le week-end dernier dans une eau à 18 degrés à Great Mercury Island, au niveau d'une île située au large d'Auckland. La compétition s'est tenue sur 2 jours. Les championnes Teina Hort et Onyx Le Bihan se sont imposées. Elles montent sur la première marche du podium devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chez les hommes, l'équipe de Tahiti représentée par 2 binômes. Ils remportent la première manche, mais en moins de réussite pour la deuxième journée. Au classement final, la Nouvelle-Zélande décroche le titre. Tahiti termine 2e devant l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Félicitations à nos athlètes. Et on part du côté de l'Hexagone pour prendre des nouvelles de notre espoir national de basketball. Et oui, Emma, il a quitté Tahiti
pour la Bretagne. Il y a 4 ans déjà, il s'est installé à Quimper pour continuer ses études dans la filière STAPS. Hitito a rejoint donc l'équipe de basketball de l'UJAP. Il joue actuellement en National 3. C'est là où se rassemblent tous les espoirs de chaque club. Et week-end dernier, s'est disputé la 20e journée de la phase retour du championnat. Hitito et son équipe l'ont remporté de 2 points sur le score de 72 à 70 face à Aurore Vitre. Au classement de la poule E, le club de Quimper se retrouve à la 8e place. Et toujours en France, on enchaîne avec du volleyball en faisant le point sur l'équipe de Plessis-Robinson où évolue Nohorei Paofei. Et oui, c'est bien Plessis-Robinson, le club est en Liga chez les professionnels malgré les points marqués durant toute la saison par notre Eito Nohari. L'équipe est en perte de vitesse. Elle reste déjà sur 5 défaites consécutives. Conséquence, les hiboux ne seront pas qualifiés pour les playoffs. Ils joueront donc le premier match des playoffs dès la semaine prochaine pour le maintien. Voilà, c'était la fin de notre tour d'horizon des résultats de nos sportifs. Eh bien, merci beaucoup, Oriano Tefo. Merci à vous. Après le sport à l'international, on poursuit au niveau local. Quels sont les sportifs qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler? Réponse ce soir lors de la 2e édition des Aito Tuaro. L'événement lancé l'an dernier par le comité olympique de Polynésie française récompense les meilleurs athlètes, coachs, bénévoles et fédérations sportives. 15 catégories sont proposées ce soir à la présidence. On rejoint sur place Laure Philibert. Laure, c'est une seconde édition, mais les protagonistes ne comptent pas s'arrêter là. Exactement, Emma. Bonsoir, Emma, et bonsoir à tous. Alors, le public commence à arriver ici sous le grand chapiteau de la présidence pour cette seconde édition des Aito Tuaro, une seconde édition qui promet d'être riche en rebondissements et en dynamisme. Alors, cet événement, il est organisé par le comité olympique de Polynésie. Pratiquement toutes les fédérations seront représentées ce soir et vont concourir donc à travers, vous l'avez dit, 15 catégories. Pour en parler, à mes côtés, j'accueille Éric Zorniotti, qui est le directeur technique du comité olympique. Éric, bonsoir. Alors, on sait, un événement similaire a été organisé il y a quelques jours, les trophées du sport. On peut le dire. Qu'est-ce qui différencie les Aito Tuaro de ces trophées du sport et en quoi ça stimule le milieu sportif? Ce qui stimule, c'est que le concept, c'est les fédérations qui proposent avant tout leurs nominés, leurs propositions, et essayent de justifier au mieux pourquoi ils veulent proposer cette personne, qu'il soit bénévole ou athlète ou entraîneur. Alors ce soir, ce ne sont pas seulement les sportifs qui seront récompensés, mais tous les acteurs du sport, tous les protagonistes, les coachs, les équipes. Tout à fait, puisqu'on parle souvent des athlètes, mais avant tout, derrière un athlète, il y a plein de gens. Il y a la famille, mais il y a aussi les entraîneurs. Il y a les bénévoles, les élus qui sont là tout le temps, les week-ends. Et on voulait les récompenser. On a aussi les légendes, parce qu'il ne faut pas oublier les anciens qui montrent l'exemple. Alors on est sur une 2e édition. La ministre des Sports l'a annoncé. Il y en aura une 3e. De quelle manière l'événement pourrait se pérenniser? Déjà, petit à petit, on va s'améliorer. Il y a encore des détails encore à revoir. Mais je pense que l'engouement, petit à petit, les fédérations vont comprendre l'intérêt de proposer leurs athlètes ou leurs personnes bénévoles qu'on ne voit pas assez souvent. Et donc je pense que là, dans plusieurs années, et pour 2027, ça va donner une belle dynamique au sport polynésien. Alors vous récompensez à la fois la performance, mais aussi l'engagement ce soir? Tout à fait, l'engagement. Il y a un engagement sociétal notamment. Il y a le handisport, il y a les événements. Donc c'est important de penser à ces gens-là qui sont dans l'ombre du sport, mais qui sont bien présents tous les week-ends et tous les soirs avec les athlètes. Quel va être le déroulé de la soirée? Alors les déroulés, avec notre cher Olivier Huyck, et qui sera accompagné, on va avoir un déroulé de 15 catégories, avec au final, ça sera les équipes. On voulait terminer sur les équipes hommes, mixtes et femmes. Très bien, merci Éric Zorniotti de ces précisions. Alors dans le jury, notre collègue qui est toujours en plateau, Oriano Tefo. Pour suivre cet événement, restez branchés sur TNTV. Rendez-vous à 19h20 pour suivre donc ces Aito Tuaro sur TNTV. Eh bien, merci Laure Philibert pour toutes ces informations et merci également à Mata Ihorei derrière la caméra. À noter donc que vous pourrez suivre la soirée en direct, comme vous l'a informé Laure Philibert, en direct télé, web et également sur notre page Facebook.
Voilà pour l'actualité de ce jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, voyez l'émission Moana, puis donc la grande soirée des Aito Tuaro. Demain, c'est Davidson Bennett qui reprend les commandes du JT pour le week-end. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.